Donc juste avant, on a vu comment importer la machine comme c'était en OVA. Maintenant, je vais vous montrer du coup comment compresser une machine comme ça pour l'exportation. Donc là, vous prenez une machine, on va prendre une qui est arrêtée. C'est mieux, de toute façon, je crois que vous êtes obligé d'arrêter la machine de toute façon pour faire l'exportation. Vous allez dans File, Export to OVF. Là, du coup, dans ce cas-là, c'est de l'OVF qui va faire, mais c'est le même principe que l'OVA. Ici, du coup, vous allez choisir un répertoire ailleurs pour pas mélanger les choses. Donc là, je vais le mettre dans temps, par exemple. Le mieux, c'est du coup de créer un répertoire. Dossier OVF. Là, vous donnez un nom. Donc là, par défaut, il utilise le nom que vous aviez donné dans VMware. Vous faites enregistrer. Tout simplement, là, il va directement exporter le contenu. Donc là, des fois, il faut plus ou moins de temps. Donc, en fonction de la vitesse de la clé que vous allez utiliser pour exporter ces machines-là vers chez vous, des fois, ça va être plus rapide de faire un copier-coller que des fois de compresser la machine. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Après, si vous voulez faire plus les stocker ou quoi, parce que ça peut servir par la suite, ça peut être intéressant dans ce cas-là de les compresser pour gagner de la place. Et moi, du coup, je peux quand même. Okay. Non, voilà, ils ont dû changer un truc parce qu'à un moment, il y a une opération comme ça où on pouvait rien faire dans le même temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les documents. Donc on a dit virtual machine et on a dit SRV-ECF. Donc là, si on regarde, on a 26 Go. La taille, ça fait 26 Go la taille du répertoire. Donc quand il aura fini, on ira voir quelle taille il fait réellement. Donc là, c'était pour importer du coup une machine qui était en OVF. L'autre machine, si c'est pas en OVF, OVA, comme du coup la Zabbix Appliance que j'ai mis, oui, je l'ai mis dans Temp, très bien. Voilà. Elle est ici. Je vais la réextraire ailleurs pour montrer, extraire ici, annuler. Donc extraire les fichiers Temp. Je vais vous montrer. Donc ici, quand vous êtes dans ce cas-là, vous avez un fichier VMDK et un fichier de configuration. Vous faites simplement un double clic sur le fichier de configuration et il vous la rajoute directement ici. Il redéplace même pas la machine. Il la garde à l'endroit où vous aviez lancé le fichier. Et après, bah là, vous voyez qu'il est déjà préparé avec un certain nombre de paramètres, mais si il y a des paramètres, vous voulez lui mettre plus de puissance que ce qui était mis de base, vous pouvez. Mais là, du coup, les deux sont des machines qui sont prêtes à l'emploi. Bon, lui, on va le laisser tourner dans un coin. Voilà. Et du coup, on va aller jeter un œil un peu à comment se présente la supervision pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut observer
Après, j'avoue que j'ai encore quelques soucis avec ces trucs-là et je vais me demander, formateur d'à côté qui a aussi des soucis là, depuis que la dernière fois qu'il l'a fait. Donc, je réessayerai de vous faire un tuto à côté quand j'aurai bien réussi à bien ajouter des éléments. Mais avec la base qui nous est fournie et avec la machine de base qui est surveillée, on peut quand même voir à quoi ça ressemble, la surveillance réseau. Donc là, je vais le faire déjà pour commencer avec les Zabbix. Donc, je vais le faire avec celle-ci qui est la nouvelle. Donc là, on peut déterminer, savoir si on veut le mettre en bridge ou en NAT. Bon, là, il n'y a pas trop de soucis parce que de toute façon, le bridge communique avec la machine physique communique avec ce réseau-là. Donc on peut le laisser en NAT. Mais s'il y avait besoin, on l'adapterait en fonction de notre configuration réseau. Donc là, tout simplement, on va la démarrer. Donc si vous voulez travailler dessus, je vous conseille de la récupérer. Vous pouvez la récupérer directement sur le site de Zabbix. Télécharger. Et là, c'est ce qu'on appelle Zabbix Appliance. Donc il est sous plusieurs formats, Hyper-V, OVF, VMware. Il y a plusieurs formats. Disque dur vierge et même à partir de l'installer à partir d'une ISO. Et donc du coup, moi ce que j'avais fait là, c'était récupérer celui-ci, le VMware VMX. Donc vous pouvez le récupérer directement à partir d'ici. Et donc du coup, ça évite des risques de problèmes de configuration. Parce que là, il y a bien le truc pour l'installer, avec différentes versions de Linux et tout. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes. Il y a une fois, ça a marché. Les 8 autres fois où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Souvent, en fait, c'est un fichier parce que c'est dans la base de données. Là, il a besoin, en fait, d'importer un schéma de base de données spécifique pour fonctionner. Mais un coup sur 8, ce fichier-là n'est pas téléchargé dans les paquets. Et donc, ça fait que même s'il installe le serveur et toute la partie front-end, c'est-à-dire la partie graphique qu'on peut voir, même s'il met ça, bah, du coup, après, il ne peut pas joindre à la base de données parce qu'il ne retrouve pas ces éléments. Donc, c'est un peu problématique. Après, on pourra le retester. J'avais testé vite fait, ça marche aussi. Mais c'est un truc qu'on n'a pas vu. D'ici le stage, je vais essayer de. Normalement, c'est prévu de le voir. C'est ce qu'on appelle les conteneurs. Conteneurs. Mais du coup, il y a deux, trois petits trucs à savoir. Mais une fois qu'on le sait, c'est pas si compliqué que ça. Mais on a potentiellement toujours des fois le problème avec la base de données qui, au pire, il faut faire la commande à la main. Une fois qu'on a récupéré le fichier d'ailleurs. Donc le plus rapide, au bout du compte, ça reste la VM. Donc du coup, ici, on a lancé une AVM. Ici, on va se connecter. Donc du coup, j'ai mis dans le répertoire que vous avez téléchargé les paramètres de connexion de base, qui sont donc route et Zabbix. Pour se connecter. Hein elle était sur le drive, sur le NAS. Il y a un répertoire dans ISO, il y a un répertoire Zabbix. Tu l'avais pas récupéré du coup? Ouais, ouais. Bah du coup, euh,
Donc du coup, ça va nous permettre d'aller voir l'adresse IP en faisant un IP. Donc par exemple ici, on voit qu'il m'a mis la 10.128.0.7. Par contre, net. C'est pas celui-là. Non, c'est pas un CR. Sous les deux points d'anglais. C'est pour ça que j'aime pas V, mais encore plus quand je suis en anglais. Donc, je vais faire un reset. On va redonner la même adresse IP. Et en fait, tout simplement, après, vous allez dans votre navigateur et vous tapez l'adresse IP qui vous a donné. Donc, sachant si vous avez aperçu, c'est le clavier est en anglais, en QWERTY. Donc, du coup, Zabbix, il faut adapter un petit peu la frappe au début. Donc, 10.128.0.7. Juste ça, pas besoin de mettre Zabbix toujours sur ça. Et ici, après, c'est admin avec une majuscule. Et Zabbix en minuscule pour se loguer. Et du coup, normalement, si vous l'avez fait en même temps, si vous continuez à observer, vous êtes censé arriver sur une interface qui ressemble à ça. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le dashboard, c'est-à-dire la vue de base sur laquelle vous arrivez. Donc là, on peut voir que tout de suite, en un clin d'œil, on a quand même pas mal d'informations rapidement. Donc, par exemple, ici, ceux qui utilisent le plus de CPU parmi les autres. Un autre, c'est une machine qui est en surveillance. Ici, c'est la disponibilité des autres. Donc on voit qu'ici, on n'a qu'un autre, donc ça règle le problème. Là, il n'y en a pas de non disponible. Mix, ça veut dire qu'il y a quand même il y a des soucis. Inconnus, c'est des autres qu'on est en train de rajouter, mais qui n'ont pas encore fait de réponse avec Zabbix. Et ici, on a le total de machines surveillées. Et après, aussi, on a des indications rapidement par niveau de problème. Donc là, par exemple, si vous ouvrez et que vous voyez un ou deux dans la rubrique disaster, la journée commence bien. Dans ce cas-là, vous pouvez vous dire qu'a priori, vous n'allez pas vous ennuyer. Si vous commencez déjà à ouvrir le PC et avoir des trucs dans disaster. Et après, en fonction de votre grade et tout, on peut peut-être même vous avoir appelé avant même que vous soyez arrivé au boulot pour vous dire oh, il y a un problème. Et là, vous vous connectez de chez vous et vous voyez ça clignote de partout. Et donc après, high, moyen, des warnings. Et on voit que par exemple là sur warning,
je peux passer la main et il me montre quel est le problème. Donc là, il me dit que du coup, le Zabbix a été a redémarré et qu'il est en ligne depuis moins de 10 minutes. Donc il me signale, il me dit c'est peut-être pas un problème, mais il dit attention, peut-être que c'en est. Et après, s'il y a des d'informations et des choses non classifiées. Après, a priori, on peut donner aussi à la machine une position, donc on pourrait indiquer aux autres les positions sur la carte et on pourrait voir du coup où sont les autres qui pourraient avoir des soucis. Ici, ben, on voit l'heure du coup aussi. On doit pouvoir rajouter la date en plus. On peut changer la couleur, on peut adapter en fonction. Et comme ça, on voit que le serveur est bien sur la bonne heure, sur la bonne journée et tout. Donc ça, c'est la truc de base. Mais du coup, dans la plupart à chaque fois, normalement, dans les utilitaires de surveillance réseau, vous avez toujours comme ça un dashboard qui va vous donner rapidement, en un coup d'œil, les différentes visibilités sur les différents problèmes potentiels. Donc là, forcément, il y en a pas parce qu'on n'a pas spécialement de machine. Et c'est bien là un peu mon souci, c'est que j'ai des difficultés encore à en rajouter. Mais pour montrer les principes. Après ici, monitoring, donc pour la surveillance. Donc là, bah, on retrouve la liste de tous les problèmes. Et après, ici, on peut appliquer des filtres en fonction de comment on veut filtrer. Parce que s'il y a beaucoup de problèmes, si on doit cibler certaines machines et tout, il y a plusieurs filtres qu'on peut indiquer en fonction des tags, en fonction de ce que l'inventaire a remonté. Déjà, on peut classer par sévérité. Donc plutôt que d'afficher tout, bah, on affiche qu'une sévérité en particulier pour aller plus vite. Voilà. Est-ce qu'ils ont été, est-ce que quelqu'un l'a pris en compte ou pas? Donc, si on fait un acknowledge, ça veut dire qu'on va vraiment voir que les problèmes où personne n'a encore cliqué dessus pour avoir plus de détails. Ce qui permet de faire un peu le tri pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres qui sont glissés entre deux. Après, vous avez les autres. Donc ça, c'est les machines en question, la liste des machines. Et ici, vous voyez là, ici, vous avez les dernières données qu'il a reçues, différents graphiques et différents éléments de base. Par exemple, si je clique sur Dashboard, là, il me montre, par exemple, au niveau du fichier, du système de fichiers, l'occupation. Donc on voit que comme c'est vert, c'est ce qui est disponible. Donc on a encore pas mal de places disponibles. Mais du coup, au fur et à mesure qu'on fait la surveillance, on pourrait voir le rouge qui s'agrandit. Et donc là, on peut voir tout de suite s'il y a une machine qui est en train de tomber en rate de place. Et donc moins une machine a de place, des fois plus il peut y avoir de problèmes. Ici, après, on peut voir l'évolution ici sur 5 minutes, 6 heures, une journée, ce mois-ci. Ce mois-ci pour le moment, et ainsi de suite. Donc c'est pratique parce qu'on peut voir tous les éléments. Ensuite, on a une partie réseau. Là, il ne me met rien. Pourquoi? Il n'y a pas eu spécialement de... Peut-être parce que le réseau n'a pas vraiment travaillé, à part pour se connecter. Donc là, si on fait... On va essayer de lui simuler un peu de mouvement.
Oui, je pense que c'est du... Yum, c'est Yum Update, peut-être. Oui. Là, c'est Yum parce que c'est pas du Debian ni d'Ubuntu. C'est du Alma Linux, donc il est basé sur une autre branche des, de Linux. Faut que je vous en parle. Vraiment, j'avais mis un petit doc dessus, mais on en reparlera des quatre grosses branches principales au niveau du Linux. Voilà, du coup, on le fait travailler un petit peu et on verra tout à l'heure si, au niveau de la surveillance, s'il a percuté quelque chose ou pas. Ensuite, le système. Donc là, on peut observer les différentes charges du CPU sur un certain temps, là aussi. On peut filtrer, si on clique dessus, on peut voir un peu plus grand. Par exemple, là, on peut surveiller la mémoire. Ça permet de voir s'il n'y a pas des machines qui consomment peut-être un peu trop de mémoire par rapport à ce qu'elles devraient, ou pour surveiller par exemple un serveur, savoir si le serveur n'arrive pas en surcharge de mémoire et que du coup il risque de cracher des machines s'il n'y a pas assez de mémoire. Donc comme ça, vous avez tout ça en un clin d'œil sous la main. Donc si vous avez pas mal de machines à surveiller, au moins comme ça, rapidement, vous pouvez voir les différents éléments. Ici, les ABX, les performances du système depuis telle ou telle heure. Donc toutes ces données qui peuvent être importantes des fois à analyser sur les machines. Le tout, c'est d'arriver juste à repérer la machine. C'est ça le souci. Donc ici, on a par exemple create host, parce que normalement c'est comme ça qu'on doit rajouter la machine. Create host. Donc là, on met le hostname de la machine. Donc normalement c'est PC formateur. Le groupe où on va mettre la machine qu'on a trouvée. Donc si c'est plus une machine qui va avoir des applications, ou si c'est une application serveur et tout, là je vais le mettre dans les autres découverts. Bon, je vais essayer de le mettre ailleurs pour voir. Virtual machine, mais ce n'en est pas une. Mais de toute façon, je suis obligé de le mettre dans un groupe. Sachant qu'une machine peut appartenir à plusieurs groupes. Donc au niveau d'ici, j'aurais pu sélectionner plusieurs choses au niveau des groupes d'autres. Et ici, après l'interface normalement qui nous permet de loguer, donc l'agent, il y a plusieurs possibilités l'agent. Donc ici, on va lui mettre l'adresse de la machine. On peut mettre même plusieurs trucs, par exemple SNMP, c'est un service qui a été du coup qui a été configuré dans les services. Ça, je vous ferai un peu plus en détail, il faut que je le regarde parce que ça, du coup, c'est l'autre formateur qui me l'a montré vite fait. Et en fait, dans le réglage, on lui donne une communauté pour que les choses se relient les unes aux autres. Par contre, j'ai essayé le 1 pour voir des fois que
et après on fait add pour ajouter. Ici déjà c'est les ports où c'est normalement censé communiquer. Et logiquement, au bout de assez rapidement, normalement, on devrait avoir ici la levabilité qui devrait se mettre en route. Mais c'est là que j'ai encore un souci, c'est que pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pour ça que je montre avec celui de base, mais normalement, on est censé pouvoir rajouter les choses directement avec l'agent. Sauf que l'agent, j'ai observé, il avait l'air de faire des communications, mais... Si, je vais vous le montrer après, on va le réessayer. Mais jusqu'à présent, j'ai pas réussi. Et donc là, juste pour montrer ici, dans host, là il m'a dit qu'il y avait la test data et 142. Donc ça veut dire qu'il a récupéré pas mal de données. Donc là, on peut voir par exemple la mémoire, il l'a vérifié il y a moins d'une minute. Et que la différence, il a utilisé 11 mégas de moins entre les deux vérifications qui ont été faites. Donc comme ça permet d'observer si une machine, il n'y a pas, des fois il y a des pointes ou des choses qui pourraient paraître bizarres. Et si par exemple on a pris une valeur qui nous paraît très bizarre, on peut cliquer par exemple la mémoire, et là on peut afficher directement un graphe. Et donc comme ça on peut voir directement le graphe sur une heure de comment la mémoire de la machine qu'on a choisi a évolué. Et ça, du coup, une fois réglé, on peut le faire sur énormément d'éléments à observer. Et par exemple, si on en prend un qui pourrait avoir pas de différence, le process, on va revenir au début. Alors, par exemple, si on clique sur Web Memory, ici, on peut voir Trigger, c'est-à-dire c'est un élément qui va nous envoyer une alerte. Tout à l'heure, il y avait eu l'alerte. Attention, le time il est de moins de 10 minutes parce que le serveur a redémarré. Et là, en fait, on va pouvoir sur chaque élément, donc soit utiliser des triggers qui sont déjà créés. Là, par exemple, qui va faire une alerte si on est à moins de X giga de RAM. Ou après, on va aussi pouvoir créer les nôtres de triggers pour que le serveur nous envoie des informations en disant attention, par rapport à ce que vous aviez demandé comme information, là, c'est trop bas, ou il y a où il y a beaucoup de différences. Par exemple, on pourrait mettre sur le CPU, CPU utilisation, voilà. Donc là, par exemple, ici, il y a déjà une alerte qui va nous prévenir si le CPU utilise plus de tant de pourcents pendant 5 minutes d'affilée. Et donc, du coup, dans ce cas-là, ça peut lui paraître bizarre que pendant 5 minutes, le CPU fonctionne rapidement. Enfin, fonctionne beaucoup. Et donc, du coup, après, on peut l'adapter. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir personnaliser les alertes et les messages que vous recevez en fonction de vos conditions d'utilisation. Parce que là, du coup, Zabbix, par défaut, il a des procédures classiques d'utilisation.
mais qui ne vont pas forcément correspondre à vos habitudes. Bon, j'avais pas vu l'heure. Ok. Donc là, on retourne sur le Zabbix. Donc là, est-ce qu'elle finit par détecter quelque chose? Non. Mais bon, là, je crois que je viens de trouver pourquoi en fait il faut indiquer un fichier à l'agent qui permet de faire la détection. En fait, il faut lui ajouter aussi un fichier de configuration pour dire qu'est-ce qu'il doit surveiller. Donc, a priori, ça serait pour ça que juste l'agent ne suffit pas. Ils ont modifié quelques éléments là-dessus. Donc là, j'ai mis un fichier. On verra bien tout à l'heure s'il finit par répondre. Et voilà. Donc, on va observer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information dans cette première version. Donc après, monitorer les dernières datas qui sont arrivées en fonction de soit des autres, soit de tags, en fonction de ce qu'on veut surveiller. Ok, donc on a fait un petit débrief sur ce qu'on pouvait trouver. Donc on peut observer les dernières données qui sont classées par tag en fonction de ce qu'on veut. Après, comme ça on peut vite aller à ce qu'on veut surveiller. Là, on peut voir une petite carte du réseau local avec les machines et tout. Bon, là, c'est que du coup, il n'y a qu'une machine. Donc, mais sinon, on peut voir une carte des différentes machines et tout, comment elles sont reliées plus ou moins les unes aux autres par rapport au réseau local avec leurs adresses. Comme ça, en un coup d'œil. Et après, on peut adapter aussi la tête. Discovery, donc là, je ne l'ai pas lancé, mais je vais monter un truc qui est sympa, même si ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir forcément facilement les rajouter. Ici, il y a ce qu'on appelle data collection, pour récupérer des données. Et ici, on a Discovery. Là, en fait, il y en a déjà une qui, par défaut, n'est pas activée, qui va essayer de détecter toutes les machines qui sont sur ce réseau-là. Donc après, c'est adapter, on clique dessus, et on peut adapter en fonction. Donc là, par exemple, 1 heure, je ne vais pas attendre 1 heure avant qu'il remette à jour. Donc, je vais le forcer, normalement, on ne vérifie pas toutes les 30 secondes, mais pour forcer un peu. Donc là, on peut lui demander de vérifier les machines de plusieurs types. Vérifier si c'est l'agent de Zabbix qui va répondre. Et après, on peut rajouter, tester par les ports si le port 21 répond, si le port HTTP répond, si le 443 répond, si le ping répond. Parce que du coup, il y a des machines qui peuvent pas répondre au ping, mais qui sont quand même en ligne pour laisser passer d'autres services. Donc ça permet en mettant plusieurs types de ports comme ça, de voir comment on peut les repérer. Donc là, je vais mettre ça, juste ça. Non, l'agent, il faut l'installer sur les machines que tu dois surveiller, comme sur GLPI. Quand on avait fait GLPI, on devait mettre l'agent sur les différentes machines qu'on voulait surveiller. Donc là, c'est pareil. Je vais montrer l'installation, mais en fait, là, du coup, je viens de voir pourquoi, a priori, c'est qu'en fait, il faudrait mettre un fichier. Juste d'installer l'agent ne suffit pas. A priori, il faut mettre un fichier de configuration avec ce que Zabbix doit surveiller, de ce que je viens de comprendre. Et donc, ça serait peut-être pour ça que ça s'allume pas ici. Mais là, je viens juste d'essayer, donc c'est pour ça. Je vous dis ça, quand j'aurai réussi à bien si j'ai un moment j'arrive à bien le faire, un truc qui marche bien, je vous ferai un topo dessus ou au moins en document papier avec la méthode. Non, il y a juste ça suffit. Après, là, pareil, j'ai mis par exemple avec SNNP, c'est un autre protocole de découverte, mais qu'il faut régler déjà qui n'est pas installé par défaut dans Windows.
et qu'il faut régler carrément dans les services, dans le service lui-même, pour lui donner une référence et tout. Donc il y a d'autres possibilités que l'agent, mais qui demandent quand même les autres aussi des réglages quand même. C'est pas, il suffit pas juste de dire je pointe sur le truc et c'est tout. Ça serait trop simple. Donc ils ont compris. Et voilà, du coup là il a analysé le réseau qu'on lui a demandé. Et donc là on voit qu'on a toutes ces machines-là qu'il a réussi à repérer. La majorité il les a repérées, enfin toutes il les a repérées avec le ping, mais il y en a quelques-unes qu'il a repérées avec le HTTP et enfin le HTTPS et le HTTP. Pas toutes, mais certaines. Donc c'est pour ça que des fois d'avoir plusieurs types de checks permettent de retrouver des machines qu'on ne trouverait pas forcément avec l'un ou l'autre. Et du coup, non, je pourrais avoir ajouté l'agent. Donc voilà, au moins ça permet comme ça tout de suite de voir, même si on ne peut pas les ajouter comme ça, de voir les machines qui sont présentes. Et après, ben, on a un inventaire, on peut faire un aperçu, on peut filtrer en fonction des groupes et tout, mais après, tant qu'on n'a pas reçu d'informations, après, ben, il y a des rapports sur la top 100 trigger, c'est les 100 déclencheurs qui ont, qui ont envoyé des informations. Donc du coup, si c'est toujours plus ou moins les mêmes qui reviennent, peut-être falloir réfléchir à une solution pour éviter, si c'est un truc important. Après, les triggers, ça peut être aussi juste des informations. C'est pas forcément des trucs critiques. Voilà, pour les bases. Et après, du coup, on a le réglage des alertes. On peut rajouter des scripts supplémentaires pour surveiller d'autres éléments ou analyser en fonction de certains paramètres. Donc on peut aller assez loin si on pousse les choses. Mais là, ici, ce qu'on demande, c'est d'avoir vu et compris le rôle d'un utilitaire de surveillance de réseau. Donc là, je vais vous montrer celui-là. On va jeter un œil aussi en comparaison, mais on va voir qu'on a les mêmes choses et qui est un tout petit peu plus simple pour rajouter des bases de machines, le Nagios 11, mais qui, avec la version gratuite, est limité, puisqu'on ne peut pas rajouter plus de 7 machines. Mais on peut surveiller quand même jusqu'à un peu moins de 100 agents, enfin 100 services. Donc là, il y a différentes choses. Après, il y a des réglages. On trouve assez classiquement carte géographique et tout. Donc voilà, c'était le premier aperçu de Zabbix. Et si à un moment j'arrive à prendre un truc pour bien rajouter les machines, je vous le dirai ou je vous le mettrai. Comme ça, si vous voulez essayer, vous pourrez aussi. Et voilà, après, vous pouvez très bien en stage vous retrouver quand même qu'on vous montre un observateur réseau, ou si dans les tickets que vous recevez dans GLPI, vous voyez Nagios, c'est parce que du coup, Nagios, et lui aussi, peut renvoyer des tickets automatiquement en fonction des alertes. Directement, ça peut créer des tickets dans GLPI ou d'autres systèmes de ticketing. Donc ça peut être pratique aussi. Donc voilà, là c'était pour Zabbix. Maintenant du coup on avait l'autre machine qui était Nagios, donc là c'est pareil. Ici il l'a dit directement en bridge, mais après c'est pareil, vous pouvez l'adapter au réseau qui vous intéresse. Du coup on la démarre comme une machine classique. Après le Nagios 11, lui, il est assez simple à installer même à l'intérieur d'un Linux que vous avez déjà fait, puisqu'il y a un script.
Mais ça n'empêche qu'il reste quand même avec les mêmes limites de gratuit. Après, en faisant une demande, je ne sais plus où exactement, vous pouvez aussi avoir une demande, un essai, pendant un mois, je crois, complet. Donc, route, et ici, on a Geos XI, IPA. Pourquoi il m'a répondu qu'on IPv6? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je peux pas faire copier-coller. Bon, je vais l'éteindre. J'aimerais bien avoir une adresse en IPv4, ce serait plus simple quand même. L'IPv6 c'est un petit peu long. Donc du coup, je vais la mettre en AD comme l'autre. Je crois pas qu'il envoie un IPv6 par défaut. Voilà. Là, c'est plus simple. Donc 10.128.0.8. Voilà. Donc là, accès à Nagios 11. Ça, on peut éventuellement changer la zone pour se mettre sur la bonne. La langue. La langue, vous pouvez essayer de la passer en français. Par contre, c'est de la traduction machine. C'est, à mon avis, c'est même pas de la traduction ChatGPT. Parce qu'à un moment, il y a Discovery Job. Et c'est traduit en. Non, Auto Discovery Job, traduit par emploi automatique, quelque chose de ce genre là. Parce que littéralement, il a traduit job en emploi et auto en automatique, quoi. Normalement, il va te le mettre. Le mot de passe, il te demande non, il te le demande pas. Bon, je vais le mettre en français, comme ça, vous verrez bien. Donc là, vous mettez gratuit. Donc gratuit, c'est 7 nœuds. Donc en réalité, c'est cette machine. Et ici, en fait, le mot de passe, il vous le demandez de le changer ici, là, sous l'username. Non, enfin, normalement, il te le demande pendant le setting. Donc, si tu as continué sans faire attention au mot de passe, je crois que tu auras aussi vite fait peut-être de supprimer la machine et de la relancer l'OVR. Ça ira plus vite. Et après, du coup, parce que du coup, tu avais déjà cliqué sur Finish Install ou pas? On revérifie du coup. Donc là, bah, on peut préciser une adresse mail et tout. On laisse finir de s'installer. Qui crée sa base de données et tout. Et là, il vous rappelle du coup le nom d'utilisateur par défaut et le mot de passe.
se connecte. On accepte les conditions. Et on se retrouve ici. Donc là, il divise juste lui entre les autres, les machines, et les services qui sont surveillés au total. Donc là, on n'a qu'une seule machine. Et on voit qu'on surveille 12 services. Et là, pareil, dans les machines, on voit les celles qui ont des problèmes, qui ne sont pas disponibles. Il y a plusieurs catégories qu'on voit sur le côté. Et pour les services, c'est pareil. Pending, c'est qu'il est en attente. Et là, on peut voir, par exemple, sur celui qui était pending en attente, que ça concerne le swap. Et que, en fait, là, c'est prévu, il va le faire le 20 à 8h57. Donc, bon, là, il bug un peu. C'est à 8h57 qu'il va le faire. Voilà. Donc ici, état des services, on voit tout de suite, par rapport à tous les services surveillés, leurs informations, s'ils sont critiques ou pas. Donc comme l'autre, on peut rapidement voir les soucis qu'il y a. Donc ça, c'est toujours comme l'autre, dans le dashboard. Après, ici, il y a des assistants d'exécution pour préparer justement des éléments. Parce que on peut, par exemple, lui préparer pour surveiller l'usage que font les machines. Si on a un chat GPT d'entreprise, on peut surveiller le volume de données qui passe par chat GPT en fonction des différentes machines. Si l'on souhaite, sur les Docker, sur les clouds, pas mal de choses qu'on peut préparer. Et ici, on a l'auto-discovery emploi. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, là. Traduit un petit peu bancal, des fois, ça fait qu'ils font un peu bizarre. Et donc ça va nous permettre de trouver justement les différentes machines qu'on peut ajouter à la surveillance. Donc là, montrer tous les autres. Bon, j'aurais pu laisser sur mon hôte de nouvelles. C'est pareil, je trouve que ça fait un peu vocal comme traduction. Donc tous les services qu'on peut surveiller par défaut. Et on va voir et essayer de récupérer les noms DNS s'ils en ont. Donc simplement on fait suivant. Ah non, ça c'est si on en a déjà. Adone. D'accord, non, c'était pas ça c'était pour continuer une autre. S'il y avait déjà eu un emploi un job d'autodétection qui était parti, qui était fait, c'était pour le continuer. Donc ici, du coup, pour arriver ici, j'ai été là, dans la roue crantée, configuration de base. Donc ça, c'est voir les configurations elles-mêmes. Assistant de configuration. Et là, ici, on a Auto-Discovery Job. Auto-Discovery Emploi. Donc ici, on peut en créer un nouveau. C'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais mettre 0024, puisque notre le réseau où je vais essayer de trouver des machines, c'est celui-là. On peut exclure des machines s'il y en a qu'on ne veut pas faire apparaître. OS détection, il va essayer de détecter l'OS de la machine. Là, c'est par rapport au DNS et on peut après scanner. Comme je disais tout à l'heure, du coup, il y a des machines qui ne vont pas forcément répondre au ping. Donc, on pourrait forcer à scanner des ports en particulier.
Ou si on veut pas s'embêter, on pourrait mettre directement 1 65 535 pour scanner tous les ports. Bon, par contre, là, ça va être un peu long. Donc, du coup, on va pas ajouter de port particulier. On va juste faire le ping. Donc, on fait soumettre. Et là, du coup, il est en train de scanner pour voir les différentes machines qu'il pourrait y avoir sur le réseau. Et à partir de là, on va pouvoir les ajouter directement. Là, lui, il va directement arriver à se débrouiller pour mettre les bons éléments directement. Il y a quand même des agents qui existent pour certains éléments qui ne seraient pas forcément mis de base. Parce que là, en fait, du coup, on va avoir des services de base qui vont être surveillés. Mais si on veut en rajouter d'autres, c'est là que ça se complique un petit peu avec Nagios et qui est comme ça pour le Nagios gratuit, en quelque sorte, celui qui n'est pas n'est pas la version 11, qui est la version 4. Là, en fait, il faut passer par des lignes de commande et éditer des fichiers pour pouvoir rajouter directement les autres. Donc après, il y a des plugins potentiellement qui peuvent permettre de faire la liaison, mais je suis pas assez au point pour trop vous expliquer comment ils arrivent à faire marcher. J'ai pas encore réussi trop bien à les faire marcher. Mais du coup, après, si on veut rajouter, mais ici déjà avec cette version-là, on peut s'essayer du coup avec cette machine, on peut du coup rajouter pas mal de choses. Donc ici dans vue, ben, on peut voir le nombre d'hôtes, si leur état et tout, si les notifications sont valides. Et ici, là, vous voyez, vous avez une lecture. Parce qu'en fait, du coup, on peut directement, toutes les 10 secondes, changer d'écran à surveiller. Donc là, par exemple, c'est les états état de service. Après, c'est l'accueil. Bon, bah là, il y a les autres, l'aperçu tactique. Et donc, du coup, on peut avoir un écran éventuellement à côté avec les vues qui défilent. Et comme ça, pendant que vous êtes en train de faire autre chose, d'un seul coup, vous pouvez, si vous voyez un truc rouge qui apparaît ou des chiffres qui commencent des vues qui commencent à être un peu bizarres, au moins ça vous vous pouvez vous attirer l'attention directement. Donc, en fonction de comment vous organisez, ça peut être pratique. Mais sinon, donc, on retrouve la même chose, hein, on peut configurer des tableaux de bord. Ici, on voit directement le serveur en lui-même, son état, s'il n'est pas trop chargé et tout sur plus de 5 et 15 minutes. S'il est beaucoup en idle ou s'il tourne, si au contraire le CPU tourne beaucoup. La mémoire qu'il a, la mémoire utilisée, tout ça on peut le voir rapidement sur le poste lui-même. Donc ça c'est pour envoyer des tableaux de bord. Donc là je vais revenir sur l'autodiscovery et là on voit qu'il a trouvé 30 nouveaux appareils sur le réseau qu'on pourrait potentiellement ajouter. Mais on ne va pas en ajouter autant puisque du coup sinon on va se retrouver bloqué. Parce que la première fois que j'ai fait ça, j'en ai rajouté 19. Il m'a dit, faut payer. Et là, j'avais même plus de vue possible. Hein, et c'est même pas, il me laissait pas le choix. J'avais plus rien. Je pouvais même pas retirer d'autres ni quoi que ce soit. Fallait payer. Bon, ok, allez, va-t'en. Donc là, après, on clique sur les 30 nouveaux. On fait suivant. Et là, il va nous afficher toute la liste avec les différentes machines
qu'il a identifiés et les services qu'il va pouvoir surveiller sur ces machines. Voilà, 30 secondes. Donc, il compile son tableau. Après, du coup, on va pouvoir surveiller pas mal de choses à partir de là. C'est le but du coup de la surveillance réseau, c'est d'avoir des applications comme ça réglées sur lesquelles on peut tout surveiller. Elle est toujours en vie la machine. En théorie, elle est toujours en vie. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je le ping toujours pas. Et je le ping toujours. Ouais, bon. On recommence. On va juste mettre commun comme ça. Voilà. C'était censé donner ça directement. Donc, par exemple, on voit la machine 0. Il a trouvé la machine 01 qui serait en Linux. La machine 04 qui est en Linux. Par exemple, si je clique là, je vais pouvoir la rajouter. Et observer le SSH, HTTP, HTTPS de cette machine-là. La 9, c'est l'autre, on va pas la mettre. Je vais mettre là. Logiquement, il devrait l'avoir. La 122. Non. Bon, il a pas trouvé ma machine. Qu'est-ce qu'on a? On va mettre la 22. Il n'a pas détecté un Windows, il a détecté que des Linux. En fait, là, c'est lui qui le détecte et il va arriver à mettre ces machines-là directement, lui, sur Nagios. C'est sur l'autre que j'ai des problèmes avec le ZX. Mais là, celui-là, lui, il arrive à prendre à récupérer automatiquement. Mais on est limité à 7 machines sur cette version-là aussi. Donc, toutes les combien de temps on vérifie la machine. Donc là, je crois que c'est en minutes. Toutes les 5 minutes. Et par contre, si jamais il y a un problème qui a été détecté, il va le vérifier toutes les minutes à la place, jusqu'à 5 fois, et après il va envoyer une notification. Il n'envoie pas tout de suite la notification, il fait un contrôle avant pour voir si sur 5 minutes ça revient à la normale ou pas.
Si à la bout de 5 minutes, il a vu que c'est parvenu à la normale, il envoie un message à ce moment-là. La suivante, donc on peut dire si on envoie des notifications, si c'est immédiat, quelques petits réglages. On peut dire à quel contact il va envoyer des notifications. On peut rajouter après des groupes de personnes qui sont concernées en fonction de certains problèmes. Et là, on va dire que ça va dans le groupe des Linux serveurs. Ça peut aussi des serveurs. On fait terminer appliquer. Et là, du coup, il est en train de rajouter les échanges avec les machines. Donc maintenant, si on revient dans la maison, on voit qu'on a 5 machines et 26 services qui sont en attente. Enfin, 26 services qui sont observables. Et là, on a 14 services qui sont en attente parce que la vérification n'est pas encore lancée sur ces machines-là. Donc là, par exemple, c'est le 022, c'est le NAS. Donc il surveille l'HTTP, le ping, le NetBIOS pour voir s'il répond. Mais là, par exemple, il y aurait peut-être déjà un petit graphique. Non, pas encore, c'est trop tôt. De savoir comment les choses évoluent. Donc là, on peut assez facilement rajouter des machines. Mais le seul truc, c'est qu'il est limité à 7. Mais déjà, si vous voulez faire des tests, vous pouvez rajouter quelques machines, même si c'est des machines virtuelles, vous pouvez les rajouter pour faire des tests. Ou tester de surveiller certains éléments qu'ils proposent. Par exemple, c'est ici, assistant de configuration. Du coup, c'est pour faire surveiller. Vous pouvez surveiller les licences d'Office 365. Vous pouvez faire surveiller une connexion à un Active Directory aussi, plus spécifiquement. Je ne l'ai pas testé, mais normalement on peut. Donc après, il va demander le domaine, l'IP et tout, pour le surveiller. On peut surveiller des bases de données, surveiller un serveur de DHCP, on peut surveiller pas mal de choses. Et cette version-là a du coup des tutos, enfin plus ou moins des tutos faits pour les ajouter automatiquement. Donc tant que vous ne dépassez pas les 7 machines et les 100 services, vous pouvez déjà faire quand même pas mal de tests potentiellement. Et étant donné que c'est une machine virtuelle, vous pouvez à la limite faire un snapshot avant de rajouter des choses. Comme ça, si ça ne se passe pas bien et qu'il vous dit qu'il faut passer à la caisse, pour restaurer le snapshot d'avant avoir rajouté les éléments. On peut surveiller le journal d'événements de Windows aussi. On peut surveiller pas mal de choses. On peut surveiller un autre serveur Nagios 11 pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. On peut surveiller différents ports. Par exemple, là il avait trouvé la 192.168.0.22. Donc on peut lui rajouter des ports supplémentaires à surveiller, parce que tout à l'heure il nous a rajouté déjà l'HTTP et tout, mais on peut lui rajouter d'autres ports. Le FTP, je crois qu'il ne le surveillait pas. Et après, on pourrait lui rajouter par exemple 3389, bon, même si c'est pas un Windows. Oula. Corde. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Quand je vous dis que c'est de la traduction machine, c'est pour ça que des fois, c'est pas toujours forcément un avantage de passer en français. Et pour le coup, lui, ça l'est. Parce que là, la traduction, je ne vois pas
Send to Europe. Je pense que c'est du NAT pour envoyer d'une machine à une autre, peut-être. Bon, on va voir, on va essayer d'ajouter ça comme ça, voir ce qu'il nous dit. Et logiquement, dans la ici, si je prends la machine 022 et que je vais dans les services, il a bien rajouté le test du port FTP et RDP. Donc on a pu rajouter comme ça un service à surveiller, éventuellement un service qui tournait sur un autre, sur un port différent. Parce que du coup on a personnalisé le SSH par exemple, bah, du coup on peut mettre la surveillance du SSH avec le port qu'on a précisé. Donc c'est vrai que cette version-là fonctionne bien. Effectivement, si vous ne dépassez pas le truc, vous avez quand même moyen de faire pas mal de tests pour montrer. Et du coup, bah, l'aperçu tactique, c'est là qu'on a vraiment le résumé. On voit tout de suite s'il y a des pannes de réseau. Par exemple, il y a 3 critiques. Et donc, si on clique sur le problème, bah, ça nous dit, voilà. Par exemple, là, il nous dit le port, le FTP sur le 022 qu'on a ajouté, bah, il le met en critique parce qu'il nous dit que la connexion a été refusée. En même temps, c'est normal, on lui demande de tester le FTP, mais à aucun moment il nous a demandé les logins ni quoi que ce soit pour potentiellement arriver à rentrer. Donc c'est normal. Mais s'il fait connexion refusée, ça veut dire qu'il a le port est quand même disponible. Sinon, il aurait dit introuvable. Et là, sur le 220, il a dit qu'il ne peut pas obtenir une connexion SSL pour tester l'HTTPS. Donc ça peut être un problème dans ce cas-là, un problème de certificat et tout. Donc si c'est pas une machine qui est spécialement connectée à Internet, qui est exposée, qui expose des services et tout, c'est pas forcément, grave. Mais si c'est une machine qui expose des services et tout, de pas avoir de pas l'avoir, et bah du coup ça peut être problématique de pas avoir le SSL. Parce que les SSL ont des certificats qui ont une durée de vie. Donc des fois, si le certificat arrive en fin de vie, bah, du coup, ça peut répondre à un message d'erreur. Oui, alors après, il y a deux possibilités. Soit c'est un renouvellement automatique, soit si c'est lié à un paiement ou quoi, pour repasser à la caisse. Donc souvent, la plupart des trucs signés et tout sont souvent passés par des organismes spécifiques et tout, comme Verisign et autres, pour avoir le bon certificat. Et du coup, là tu les payes. Après, sur les certificats de site, ça va dépendre. Souvent, ça va être compris avec l'abonnement de stockage du nom de domaine. Dans le nom de domaine, tu vas avoir un certain nombre de certificats qui vont déjà être compris. Après, des fois, tu peux en avoir des gratuits, mais qui vont des fois être durer moins longtemps. Donc, il va falloir les renouveler plus souvent, donc bien surveillés, ou qui ne seront pas forcément en auto-renouvellement. Donc, du coup, il faudra faire plus attention en fonction de ça. Donc voilà, on peut voir du coup comme tout à l'heure, on peut générer différents types de rapports en fonction de ce qu'on a besoin, en fonction des alertes, en fonction des événements. On peut générer pas mal de choses et donc du coup ça peut aider à bien surveiller le réseau de l'entreprise. Donc normalement on doit pouvoir envoyer on doit pouvoir envoyer l'agent à partir d'ici directement. Je vais essayer vite fait pour voir. Là, par exemple, et du coup, là, si je suis sous Windows, il me dit qu'il faut avoir déjà que j'ai installé OpenSSH sur chaque agent et que
j'ai Active Directory. Non, ça c'est. Voilà, faut suivre après un peu ce qu'il dit pour être sûr de bien pouvoir l'ajouter. Mais en théorie, du coup, si on lui donne les bons éléments et tout, on peut ajouter directement un agent à partir du Nagios. Donc, ce qui peut être pratique. Mais déjà, on peut voir qu'avec l'autodécouverte, il a trouvé pas mal d'éléments. Donc, c'est ça le principe de la surveillance réseau. Après, c'est de faire des tests et tout, mais potentiellement, vous pouvez vous retrouver devant un écran de surveillance pendant le stage, potentiellement. Donc, il faut avoir vu un peu quand même un minimum. Après, effectivement, c'est les plus gros, ça peut être d'autres, hein, il en existe d'autres. Par exemple, il y avait que j'ai mis dans le drive aussi, qui est en libre, c'est LibreNMS aussi, qui peut faire la même chose, mais je ne l'ai pas testé. Et parce que c'est pas forcément celui-là que vous allez vous retrouver dessus, mais c'en est un autre. Et du coup, bon, je jetterai un petit œil parce que là, ça va être court. Et il y a aussi PRGT, qui est lui plus, du coup, qui est français et qui est plus utilisé, qui est assez régulièrement utilisé en France. Donc voilà, et pareil, il vous fait différents graphiques d'échange. Ça permet de surveiller la taille des différentes partitions d'un disque, d'une base de données. Ça permet de surveiller pas mal de choses, c'est le même principe, il y a un peu de tout. Et après, il existe aussi comment il s'appelle, des observations plus spécifiques. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je sais plus lequel. Je crois que c'est celui-là. C'est pas celui-là. Lui, il est spécifiquement fait pour faire des graphes d'analyse de ping par rapport entre votre ordinateur et des sites internet pour voir s'il n'y a pas des moments où il y a des pics de latence. Et donc, ça peut vous permettre de dire que là, à ces heures-là, du coup, il y a tout le temps des périodes de latence et tout. Essayer de voir, de repérer les anomalies, du coup, avec ça. Mais lui, il va vraiment s'occuper que de ping. Et du coup, il va tester des différents sites internet connus et tout. Et là, il va montrer la moyenne et il va vous montrer les variations. Donc, plus vous avez des éléments vers l'eau, ça veut dire que vous avez pas mal de variations. Et ça, il va montrer sur 3 heures, 30 heures, 10 jours et 360 jours, 365 jours, 360 jours. Et après, vous pouvez personnaliser pour surveiller des sites en particulier. Si vous hébergez des sites ou si vous avez un fournisseur d'hébergement de sites, vous pouvez rajouter vos sites pour voir la communication entre votre entreprise et les sites, pour voir s'il n'y a pas de perturbation et tout. Après, ça ne veut pas dire que ça soit forcément à l'intérieur de chez vous, mais ça peut permettre d'analyser. Les requêtes DNS aussi, donc là on voit en millisecondes, ça permet de voir aussi les DNS qui répondraient plus ou moins rapidement. Et là, par exemple, j'ai rajouté directement la box que j'ai. Donc, je vois tout de suite les requêtes DNS. On voit qu'effectivement, c'est quasiment instantané, puisque la majorité du temps, bah, c'est sur place. Et donc, ça, c'est de l'observation réseau, mais pour le coup, un élément qui est vraiment très spécifique. Donc là, par exemple, on voit que sur les 3 dernières heures,
le DNS Google secondaire, il y a eu des petites variations entre 4 et 8 millisecondes de temps de réponse. Donc à x2, sur des périodes de 3 heures, il y a eu des moments, c'était en x2 le temps de réponse. Donc effectivement, ça semble pas beaucoup, mais du coup, si on voit ça, on peut se dire que ça peut être bizarre. Mais après, il faut comparer s'il n'y a que lui qui a eu ça ou si c'est tous les tests. Si c'est tous les tests qui ont la même décalage aux mêmes périodes, ça veut dire que c'est bien chez vous qu'il y a un problème. S'il n'y a qu'un seul des sites surveillés qui a un problème, ça veut dire que ça, c'est du côté du site qu'il y a un petit ralentissement. Ils ont peut-être mis des serveurs en veille temporairement. Et donc, par défaut, il y a des sites en Europe, à plusieurs endroits, pour tester différentes distances. Par exemple, le CERN, là, on voit qu'en général, on est assez bas. Mais à un moment, il y a eu ici, là, un pic, on était à presque 350 millisecondes de temps de réponse. Donc, ce qui est quand même assez élevé, du coup, pour une page internet. Et après, il y en a qui sont aux États-Unis, du coup, parce que c'est loin. Donc, du coup, ça permet de tester. On voit que, par exemple, la Université d'Indiana et d'Oregon, on est à plus de près de 140 millisecondes de réponse. Donc, une seconde 4, donc ça commence à se sentir, si on demande la page, on va commencer à sentir le temps d'attente. Donc, ça fait partie d'outils de surveillance réseau, mais pour le coup, vraiment spécialisé. Donc voilà, mais de toute façon, je vous ferai un petit point si jamais il y a des questions qui vous reviennent en tête d'ici ce week-end. Je vous remonterai vite fait le dernier, le PRGT. Qui est pareil, il y a des limites si vous êtes en version gratuite, mais qui sont un petit peu plus larges que sur l'autre.